Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres, en date du 24 mai 2023, de l'institution de l'attestation du droit d'usage coutumier, ADU, en remplacement des attestations coutumières qui étaient jusque-là valables pour les transactions foncières en ce qui concerne les terrains villageois. Quelle est la pertinence de la réforme ? Parallèlement, le gouvernement a lancé un programme d'urgence de 25 000 logements sociaux. Où en est-on des programmes de logements sociaux antérieurs? Quelles sont les villes, les quartiers concernés par la nouvelle opération? Qui sont les bénéficiaires du programme? À quand la livraison? Comment être rassuré que le programme de logements sociaux de 25 000 ira à son terme? Et ça fait l'actualité. Nous allons donc démarrer par le droit coutumier. Nous en parlons, l'ADU également. Et c'est un reportage signé Davis Oyo. L'attestation villageoise est désormais remplacée par l'attestation de droit d'usage coutumier, ADU, un document produit exclusivement par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ambition, mettre fin aux litiges fonciers dus aux multiples attributions sur une même parcelle. Depuis son lancement le 13 juin 2024 par le ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, plusieurs voix s'élèvent au niveau de certaines chefferies pour dénoncer la nouvelle donne. Le chef de village d'Anono est l'un des plus virulents opposants à l'attestation de droit d'usage coutumier. Moi, en tant que chef de village d'Anono et l'ensemble de tous les chefs d'Abidjan, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'abord associés dans la discussion. Un. De deux, je dénonce le fait qu'on m'accuse d'être la source de tous les conflits terriens. Moi, je dis non, moi, je dénonce cela. Moi, du reconnais du chef de village d'Anono, mon attestation que je signe jusqu'à peu du contraire, ça n'a jamais fait l'objet de conflit. Même pas derrière, même quand il y a objet de conflit, il y a le pouvoir d'annuler mon attestation. Toutefois, le chef du village et ses amis ne ferment pas la porte à d'éventuels cadres d'échange pour l'utilisation du nouveau document. Je demande un cadre, je répète encore, je demande un cadre de discussion. Quand on met un comité scientifique en place qui regroupe, qu'on appelle ça le ministère de la Construction et les chefs. Cependant, d'autres chefs adhèrent et adoptent le nouveau document à l'image du chef de village de Abidjanté, Fratri Bijan de cette village Tchaman et celui de Yopougon Santé. Quand cette réforme, cette grande réforme a sonné, ça nous a, dans un premier temps, ça nous a choqués. Il fallait aller aux informations. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons vu en substance que ça ne dérange en rien les prérogatives du chef. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Nous, au niveau de notre village, nous avons adhéré à l'ADU pour les raisons qui suivent. Avant, l'attestation villageoise était édictée par chaque village. Mais ça n'a pas empêché que quelquefois on tombe sur des gens qui brandissent des parcelles sur les terres à nous qui sont signées par d'autres chefs de village. J'ai eu même à interpeller un chef de village, lui intimant lors de se retirer de mes terres. Et donc nous pensons que la première raison, c'est que ce document va sécuriser je veux dire, les transactions foncières en termes d'authenticité, en termes de fiabilité, puisqu'il incorpore un QR code et qu'il est dicté directement par l'administration. Opérationnel depuis le 1er juillet 2024, les acteurs du foncier ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour la mise à jour de leurs documents. Mieux, une tournée de sensibilisation sur l'importance de l'attestation de droit d'usage coutumier a démarré depuis le mardi 23 juillet dernier par les villages disposant d'une matière foncière en développement. Pour en discuter, nous recevons le ministre Bruno Nabagné-Koné, qui est ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Alors,
Notre premier élément nous situe déjà une grogne. Donc on n'est pas allé bien loin dans nos échanges, mais à ce stade, que vous inspire le reportage? Mais vous voyez bien qu'il y a deux positions qui sont opposées, mais il y a l'une des positions qui en réalité n'a pas lieu d'être, tout simplement parce que ce n'est pas du tout une décision contre les chefs. C'est une décision pour sécuriser un processus. C'est une décision pour sécuriser les transactions faites par les populations ivoiriennes en matière foncière. Donc c'est une décision qui ne doit pas être vue comme nous pouvons l'entendre, comme étant contre telle ou telle chefferie. Bien au contraire, nous n'avons pas de raison d'aller contre les intérêts des chefferies. Je dois rappeler que dans l'histoire de la gestion foncière en Côte d'Ivoire, l'attestation villageoise n'a pas toujours été le document de base. Depuis 2013. C'est depuis 2013. Mais avant 2013, il y avait des lettres d'attribution qui étaient délivrées par les services étatiques, par l'administration. Et puis après, il y avait un arrêté de concession provisoire qui, lui également, était délivré par l'administration avant d'arriver au document final. Et donc, aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a pas de bouleversement par rapport à ce qui se fait. L'État, de façon souveraine, a décidé en 2013 de redonner ce pouvoir-là d'attribution aux chefferies. Donc, l'État a décidé de revenir sur le mode d'attribution parce qu'il y a des problèmes. S'il n'y en avait pas eu, il ne l'aurait pas fait. D'accord. Quel est l'état des lieux? Quelle est la situation qui prévaut, qui justifie justement le fait de retirer donc cette attestation villageoise en faveur de l'ADU? Quel est le contexte qui prévaut? Le contexte, il est simple. C'est les plaintes ou les complaintes que nous entendons de nos concitoyens. La première chose. Ce sont des dizaines de courriers de plaintes, d'opposition tous les jours, liés justement à des multiples attributions sur la même parcelle. Nous entendons également les Ivoiriens, dans la rue, chez nous-mêmes, dans nos bureaux, à la maison, nous entendons les Ivoiriens. Et nous voyons le nombre d'Ivoiriens qui ont été malheureusement victimes de ces multiples attributions. Et puis nous voyons nos tribunaux qui sont engorgés aujourd'hui de litiges liés à ces multiples attributions. Donc qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous continuons à laisser faire? Non. Nous avons, je pense, vraiment très sereinement regardé la situation. Nous avons, comme vous le savez, lancé depuis un certain temps ce qui s'appelle le système intégré de gestion du foncier urbain, donc qui a permis vraiment d'aplanir pratiquement toutes les grosses difficultés qui étaient liées à la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les archives, on peut considérer que c'est traité, la relation avec les autres acteurs, notamment la conservation foncière, le cadastre, on peut considérer que c'est traité. Le circuit est relativement fluide et sécurisé aujourd'hui. Mais nous n'aurions pas, ou nous n'allons pas atteindre notre objectif si nous ne traitons pas cette question-là, qui est hors de notre champ, mais qui malheureusement pollue toute l'activité foncière ensuite, parce qu'il faut savoir que l'attestation foncière, c'est un document qui est délivré par les communautés villageoises, par les détenteurs de droits coutumiers, et directement cédé à l'acquéreur. Donc le ministère n'entre en jeu que quand l'acquéreur vient à nos bureaux pour faire sa démarche d'accéder. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le constat en ce qui concerne le document qui était jusque-là en vigueur pour les chefs de village. Il y avait également ce problème de transfert de chefferie, par exemple, où il y avait des pertes de documents également. Ça, c'est un cas de figure. Mais la première difficulté, c'est la multiplicité des attestations villageoises. C'est l'hétérogénéité des attestations villageoises. Vous en voyez de toutes sortes, avec toutes sortes de calligraphies, toutes sortes de dessins, toutes sortes de motifs, toutes sortes de contenus même. Donc j'imagine la difficulté pour l'Ivoirien lambda à se retrouver, premièrement. J'imagine la difficulté pour lui à vérifier l'authenticité d'un tel document. Et je vois même le risque pour les chefferies de travailler avec de tels documents qui sont
aussi facilement falsifiable, aussi facilement utilisable par quelqu'un d'autre, à des fins malveillantes. Donc, et puis, nous avons, comme vous l'avez dit, noté effectivement que souvent le passage entre deux chefferies pose un problème. La nouvelle chefferie rejetant les attributions qui étaient faites par l'ancienne, donc signant à nouveau des attestations sur des parcelles qui avaient déjà fait l'objet de cessions par les prédécesseurs. Nous voyons par exemple dans les cas de superposition, dans les cas de chevauchement de territoires, nous voyons les deux chefferies émettre des attestations sur la partie chevauchée. Donc, j'allais dire inéluctablement, cela va conduire à des litiges. Donc nous nous retrouvons avec un grand nombre de sources de litiges aujourd'hui autour d'un document qui n'est pas sécurisé. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette insécurité ambiante n'ait pas d'impact sur ce document qui va servir à faire une transaction entre un détenteur de droits coutumiers et un acquéreur. Et je pense que c'est à cela que nous arrivons avec ce document qui s'appelle l'ADU, qui est totalement authentique, qui est unique sur une parcelle donnée, qui est traçable, qui contient des codes de sécurité qui permettent même à l'acquéreur de faire des vérifications en amont. J'allais dire, tout y est pour qu'il n'y ait pas de contestation relativement à ce document-là. Nous entendons les récriminations de certains chefs, mais ces récriminations étaient principalement liées à une mauvaise compréhension qu'ils avaient. Certains chefs ont en effet pensé que l'État leur retirait la prérogative de signature sur les attestations, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est eux qui vont continuer à signer. La seule chose que l'État fait ici, c'est mettre à disposition des communautés villageoises et des chefferies un document authentique, unique, infalsifiable. Voilà. Maintenant, il leur appartiendra d'attribuer à qui ils veulent. Et puis, la seule signature obligatoire aujourd'hui sur l'ADU, c'est bien celle du chef. D'accord. C'est bien celle du chef. L'ADU, on nous parle de... C'est pas un logo, c'est un QR code. Un QR code. Voilà, un QR code. Donc, c'est d'où le côté infalsifiable. Tout à fait. On nous parle également par l'eau d'un document. Oh, tout à fait. C'est cela. Tout à fait. Il faut savoir que l'avantage ici, c'est que l'ADU intègre un processus qui a lui-même été entièrement repris et qui est lui-même entièrement numérisé aujourd'hui, qui permet, depuis le lotissement, d'arriver à ce qu'on appelle le titrement massif. Le titrement massif qui permet d'attribuer des numéros d'immatriculation à chacune des parcelles dans le lotissement. Et cela se fait bien avant l'émission des ADU. Ça fait qu'une fois que l'ADU est émise, en réalité, le risque est nul qu'il y ait un deuxième sur la même parcelle. Donc, sur une parcelle donnée, on ne verra pas, comme par le passé, plusieurs attributions. Et nos compatriotes, je pense, franchement, pourront désormais faire leurs transactions foncières la tête tranquille. Vraiment, plus personne ne va, comme par le passé, craindre pour son argent, se poser 1000 questions avant d'acquérir. Et c'est cela que nous voulons, ramener la sérénité dans le secteur, rassurer les Ivoiriens, faire en sorte que la question foncière ou les transactions foncières ne soient plus un problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que l'ADU est un document long à obtenir? Ah non, justement. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADU intègre un processus. Et le processus lui-même réduit très fortement les délais. Avec le titrement massif dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des étapes importantes qui disparaissent, notamment l'étape de ce qu'on appelait le bornage contradictoire, qui amenait l'acquéreur à aller sur la parcelle accompagné d'agents de l'administration pour confirmer les coordonnées géographiques de la parcelle. Aujourd'hui, ça disparaît. C'est une étape qui était très chronophage par le passé. Il y a d'autres étapes qui étaient traitées manuellement par le passé, qui aujourd'hui sont numérisées. Donc ça fait que l'ADU, à la limite, au moment où elle est émise, il n'y a pratiquement plus rien à faire
pour arriver au titre définitif qui est l'ACD. Quand l'ADU est émise, vous pourrez venir à nos bureaux uniquement avec ce document et votre carte d'identité pour vous faire établir votre ACD. Donc vous voyez, c'est vraiment un gain de temps énorme pour les usagers de nos services. C'est un gain de temps énorme pour nous-mêmes. Et au-delà, c'est vraiment une sécurisation complète du processus désormais, parce que nous avions sécurisé toutes les étapes à l'intérieur, chez nous, donc de l'entrée de la demande jusqu'à la délivrance de l'ACD. Je peux dire que les opérations étaient complètement sécurisées. Il manquait que ce bout-là, donc qui est en amont de la procédure, en amont de l'entrée chez nous. Et ce bout étant désormais sécurisé, on peut considérer que à partir de maintenant, il ne devrait plus y avoir de difficultés en matière foncière, en matière d'acquisition foncière en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un document payant? On a souvent entendu cette question que nous ne comprenons pas. Tout simplement parce que, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une étape qui précède les traitements chez nous. Ça va être transparent pour l'usager. Donc, autrement dit, rien ne va changer par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Vous entrez chez nous, vous payez les frais de demande d'ACD, 60 000 francs, 80 000 francs ou 100 000 francs. Quand la procédure avance, un moment, on va vous appeler pour payer ce qui s'appelle les frais d'aliénation, les frais d'enregistrement. Une fois que vous les avez payés, j'allais dire, ça ne va pas changer. C'est ce qui se faisait déjà avant, c'est ce qui va continuer à se faire. Ce qui se faisait dans les villages se faisait hors de notre champ. Donc aujourd'hui, je suis incapable même de vous dire ce qui se faisait village par village. Nous avons entendu certaines récriminations par rapport à cela. Nous avons décidé d'en parler avec la tutelle des chefferies, qui est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et éventuellement, on verra ce qu'il est possible d'entendre. Mais l'ADU, encore une fois, c'est un document qui n'est pas payant. C'est un document que nous fournissons aux chefferies pour sécuriser les transactions que ces chefferies sont amenées à faire sur les terrains qui sont de leur ressort. Donc, voilà, rien ne change. On comprend bien, mais on a comme le sentiment qu'il n'avait pas, la chefferie n'avait pas été associée au processus de décision. Et est-ce que vous n'êtes pas en train d'amputer un peu sur le pouvoir local qu'ils ont? Je pourrais faire deux réponses. La première, c'est de dire qu'en Côte d'Ivoire, la terre appartient à l'État. Il appartient à l'État de réglementer toutes les procédures en matière de gestion foncière. Et l'État a confié cette mission à un ministère, qui est le ministère en charge de l'urbanisme, dont c'est la mission, entre autres, de mettre en œuvre toutes les procédures permettant de céder des parcelles du domaine privé de l'État. La deuxième chose que je dirais, c'est que nous n'enlevons rien aux prérogatives des chefs. Si nous avions conscience de leur retirer quelque chose, j'aurais compris qu'on nous fasse le reproche. Mais quand on ne vous enlève rien, au contraire, on vous apporte un confort, on vous apporte une sécurité supplémentaire, je ne vois pas pourquoi vous plaindre de ne pas être associé. Tous les jours, l'État, et je pense que ça rentre dans les missions régaliennes de l'État, dans tous les secteurs d'activité, quand il y a des sources d'insécurité, il appartient à l'État de trouver une solution. Quand les routes sont dégradées quelque part, l'État répare la route. Est-ce qu'elle a besoin d'aller demander aux riverains s'ils ont besoin ou s'ils doivent s'associer? Non, l'État le fait. J'allais dire, il le fait de bon cœur. Quand il s'agit de créer une école ou de réhabiliter une école, l'État le fait de bon cœur. Donc ici, j'allais dire, c'est la même chose. Rien ne change. Nous n'enlevons rien au pouvoir des chefs. Nous n'enlevons rien comme prérogative aux chefs. La seule chose que nous garantissons ici, c'est que sur une parcelle, désormais, il n'y aura plus la possibilité d'émettre plus d'une attestation. C'est la seule chose. Ça, c'est tout bénéfice pour l'acquéreur. C'est tout bénéfice pour tout le monde, y compris pour les chefferies. Donc, je ne comprends pas du tout cette récrimination. Dans tous les cas, depuis la prise... je dois rappeler d'ailleurs que le texte sur l'ADI, il ne vient pas d'être pris.
C'est un décret de mai 2023. Et il aurait pu être applicable immédiatement. Mais nous avons décidé d'abord de faire un projet pilote. Et ce projet pilote a été mené sur un lotissement de Songon. Et nous avons aujourd'hui les résultats de ce projet pilote, qui sont des résultats plutôt probants. Donc c'est après ce projet pilote et les résultats, l'appréciation des résultats que nous avons fait de ce projet pilote, que nous avons décidé de généraliser l'utilisation de l'ADU sur l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui enlève quelque chose à quelqu'un, c'est bien au contraire une sécurité supplémentaire qui est apportée à tous les Ivoiriens. Ça va sécuriser, comme je l'ai dit, les transactions en matière foncière. Ça va faciliter les transactions en matière foncière, puisque désormais, avec l'ADU et votre carte d'identité, vous pourrez aller faire votre demande d'ACD et l'obtenir très rapidement, puisque toutes les opérations auront été faites avant. C'est pour toutes ces raisons que nous avons tenu absolument à mettre de l'ordre dans ce secteur qui était gangréné par de nombreuses pratiques malsaines, par de nombreuses personnes qui avaient de très mauvaises intentions. Donc aujourd'hui, nous mettons de l'ordre. Nous sommes conscients de déranger certaines personnes, mais encore une fois, nous le pensons très sincèrement, c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt de la majorité des Ivoiriens d'aller dans ce sens-là. Monsieur le ministre, parlez-nous du système intégré de gestion du foncier urbain. Ça également, c'est vraiment, on est dans les nouvelles technologies, et cela sécurise également les ACD? Cela sécurise les ACD. Il faut dire que le SICFU avait principalement 2 ou 3 objectifs. Le premier, c'était de réduire les délais. Parce que là aussi, nous entendions les complaintes de nos compatriotes par rapport aux longs délais qu'ils avaient pour établir leurs documents de propriété en matière foncière. Deuxièmement, c'était réduire les tracasseries auxquelles, justement, nos demandeurs d'actes faisaient face. Parce que tout était manuel, parce que des documents disparaissaient, parce que des documents, malheureusement, non authentiques étaient intégrés dans les dossiers ou retirés des dossiers. C'était relativement compliqué. Et en plus, l'usager n'avait pas la possibilité de suivre à distance. Il était obligé de venir à nos locaux. Vraiment, c'était relativement compliqué et c'était long. Je continue de signer aujourd'hui des ACD sur des demandes qui ont été faites il y a 10 ans. Bon, donc, c'est dire que c'était compliqué et c'était long. Donc, réduction des délais, facilitation, donc réduction des tracasseries. Et puis, le troisième élément, c'était la sécurisation. Et vraiment, ce troisième élément, pour nous, était extrêmement important. Sécuriser l'ensemble du processus, faire en sorte qu'on ne puisse plus tricher à l'une ou l'autre des étapes, faire en sorte que toute transaction, toute modification faite dans le système soit traçable, qu'on puisse savoir qui l'a faite, quand il l'a faite et pourquoi il l'a faite, quel a été l'impact, etc. Donc aujourd'hui, avec la numérisation, il est parfaitement possible de suivre tout cela. Totalement. Voilà, nous avons complètement numérisé nos archives, qui étaient à l'époque également un point faible, puisque les archives étaient manuelles. Bon, et certaines remontaient au début des années 1900. Donc vous pouvez imaginer l'état dans lequel ces archives-là pouvaient se retrouver aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une meilleure connaissance de l'ensemble du territoire que nous gérons, puisque nous avons une cartographie complète du Grand Abidjan, donc de toute la zone entre Jacquesville et Bonois, et entre la mer et Azaguié. Donc aujourd'hui, nous avons également numérisé complètement la relation avec les autres acteurs, parce que le ministère de la Construction n'était pas seul. Nous avions des interactions quotidiennes, nombreuses, avec le cadastre, également avec la conservation foncière. Et évidemment, tout cela était relativement compliqué quand nous étions encore en gestion manuelle. Donc aujourd'hui, nous nous satisfaisons de voir que tout cela est totalement numérisé, traçable, et c'est en un clic que les opérations se font.
Je terminerai en disant qu'en ce qui concerne le ministre, jusqu'à présent sur Abidjan, le ministre signait lui-même tous les ACD qui étaient délivrés. Il y en a eu 17 000 en 2020. Et depuis, nous sommes à une moyenne de 10 à 12 000 ACD qui sont signés tous les ans, qui étaient signés tous les ans de la main du ministre. Depuis le 4 janvier 2024, je n'ai plus signé d'ACD de ma main. Je signe de façon électronique. Donc c'est un changement très important. C'est un changement... C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. C'est d'abord, j'allais dire, plus de temps pour faire autre chose, plus de confort sans doute, mais surtout l'assurance. L'assurance que toutes les étapes ont été correctement franchies et que le document qui vient à la signature électronique chez le ministre est un document qui est traçable dans toute la chaîne, qui est vérifiable dans toute la chaîne, et donc renforcement de la sécurité encore une fois. L'attestation villageoise n'est plus valable. Quel est le dernier délai que vous donnez? Parce que depuis 2023, c'était censé ne plus l'être. Non, nous avons justement voulu faciliter la transition vers l'ADU complète. Depuis la publication de ce décret de 2023, et en particulier depuis que nous avons achevé ce projet pilote, une circulaire a été envoyée à tous les acteurs, donc pour dire désormais, sur tous les nouveaux lotissements, voilà la procédure à suivre. Et cette procédure, évidemment, intègre la délivrance à la fin d'une attestation de droit d'usage coutumier, donc d'une ADU. Maintenant, pour ce qui concerne les anciennes attestations, nous sommes dans un processus. Nous avons des process qui sont internes. Par exemple, nous avons décidé de figer toute l'information foncière, villageoise, aujourd'hui disponible dans les villages, premièrement, et chez nous. Donc, ce travail va durer 2 à 3 mois. Et nous avons ensuite décidé de faire un gros travail de régularisation ou d'approbation des lotissements. Donc, les demandes sont déjà à notre niveau en traitement dans les locaux du ministère de la Construction. Donc, ce travail est en cours. Nous pensons qu'il va durer à peu près 3 mois. Donc, une fois ce travail fait, évidemment, toutes les demandes de titres derrière pourront faire l'objet de traitement. Et nous pensons, avant la fin de l'année, achever le traitement de toutes ces demandes-là. C'est pour cela que nous avons donné, et c'est le 3e délai que je communiquerai, c'est pour ça que nous avons donné jusqu'au 31 décembre 2024 à tous ceux qui détiennent l'ancienne attestation pour entamer la démarche de demande d'ACD. On ne dit pas de finaliser, on dit seulement d'entamer. Une fois qu'elle est entamée avant le 31 décembre 2024, j'allais dire, nous en avons une trace. Nous sommes capables ensuite de donner une réponse favorable ou non favorable, et je l'espère favorable pour la plupart. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose tout un autre chapitre, les 25 000 logements sociaux. C'est un grand chantier que vous venez d'initier. Mais juste avant, nous avons un élément qui est signé Davis Oyo. Le Premier ministre Robert Begremombe lance la première phase du programme de construction de 25 000 logements en location-vente et location simple. Le projet est le fruit du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. L'idée, donner la possibilité à toutes les couches sociales d'avoir accès à un logement décent. Pour atteindre l'objectif, l'État veut être regardant sur l'attribution des maisons. La première phase est financée par la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA, à hauteur de 45 milliards de francs CFA. 800 logements de 3 à 4 pièces vont sortir de terre sur le site de la BAE à Yopougon et 1160 à Akoupe-Zeudi au kilomètre 24 dans la nouvelle zone industrielle de Yopougon en type R+9. Yamsoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro vont abriter des appartements de 3 et 4 pièces dans des immeubles R+4. Selon le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, les travaux viennent répondre aux besoins actuels estimés à 800 000 logements. Oh, Monsieur le Ministre, ça fait rêver. Ça fait rêver, mais on a à l'esprit des programmes de logements sociaux. 150 000 logements sociaux, par exemple, depuis 2012-2013 jusqu'en 2021-22,
Et malheureusement, 150 000 logements sociaux ne sont pas sortis de terre. Alors, pouvez-vous nous en parler et savoir quelles sont les expériences que vous auriez pu tirer de cela pour justifier aujourd'hui puis éviter certaines erreurs? En la matière, nous avons là aussi courageusement fait un état des lieux. Nous avons tout mis sur la table, nous avons échangé avec tout le monde, nous avons regardé ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous avons même regardé dans d'autres pays qui ont relativement réussi en la matière, qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient marché, quelles leçons on pouvait en tirer pour être plus efficace dans le traitement de ce dossier chez nous. Donc je peux assurer qu'aujourd'hui, nous repartons d'un nouveau pied. Nous repartons en ayant vraiment tiré tous les enseignements. Les premiers enseignements que nous avons, pour ne pas être trop long sur la question, que nous avons tirés par exemple, au niveau du recrutement des promoteurs. Par le passé, nous avons fait confiance à des promoteurs, un grand nombre de promoteurs qui malheureusement n'avaient pas la capacité pour mener à bien ce type de projet. Donc ça a été, j'allais dire, une faiblesse du projet ancien, puisque la plupart de ces promoteurs-là ont disparu aujourd'hui. Et beaucoup n'ont pas été capables même de faire 1/10 de l'objectif qui leur avait été fixé. Donc, évidemment, la leçon qu'on en tire, c'est qu'il faut, dans un premier temps, aller vers des promoteurs aguerris, vers des promoteurs qui ont des capacités techniques et financières pour produire à grande échelle et rapidement des logements pour nos compatriotes. Et puis, évidemment, nous incitons les promoteurs ivoiriens à s'accrocher à ces promoteurs internationaux pour la plupart, pour apprendre, s'aguerrir eux aussi, pour demain être en capacité de conduire des projets de grande taille. La deuxième chose que nous avons notée, c'était la conduite même du projet. Parce que ce sont des projets complexes. C'est des projets où il y a du droit, où il y a de l'économie, il y a de la sociologie, où il y a de la communication. Il faut travailler aussi bien avec les banques qu'avec les souscripteurs, qu'avec les entreprises qui produisent le logement. Donc, c'était des projets qui étaient relativement complexes, mais qui jusqu'à présent étaient conduits par une cellule à l'intérieur du ministère. Les bons exemples que nous avons vus ailleurs nous ont orientés plutôt vers la création d'une agence dédiée et c'est pour cela que nous avons créé l'Agence nationale de l'habitat, donc l'ANA, qui remplace la SICOGI et donc dont la mission va être la conduite complète du projet. La troisième faiblesse que nous avons perçue, c'est l'accompagnement de l'État. Dans les premiers projets, l'État avait pris l'engagement de réaliser les VRD. Donc de faire la voirie, de faire les amenées d'eau, d'électricité sur les sites, de faire l'assainissement sur les sites. Et malheureusement, certains promoteurs sont allés plus vite que l'État. Donc des maisons étaient achevées sur des sites où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait pas d'assainissement. Donc vous pouvez comprendre la complexité de la situation. Surtout quand ces promoteurs-là avaient obtenu un crédit bancaire pour faire cela. Donc les promoteurs se décourageaient, les acquéreurs se décourageaient, les banquiers qui avaient financé se décourageaient. Oui. Et donc nous avons décidé de faire précéder la construction des logements par la réalisation des VRD. Et c'est le cas sur le site de Aoué, qui est le nouveau site de logements sociaux, où les VRD vont être réalisés avant que le logement ne soit réalisé. Et la dernière chose, c'était la cible. Nous avions tous conscience qu'il était difficile, avec le mode de commercialisation qu'il y avait, parce qu'il y avait un seul mode de commercialisation, c'était la production-vente ou la construction-vente. Avec ce seul mode, on ne pouvait pas atteindre la cible qui était la cible visée par le programme, qui était la cible des personnes les plus démunies. Voilà, les plus vulnérables. Donc, celles qui sont dans les bidonvilles, la veuve qui est sur le marché, le petit travailleur informel, etc. Bon, ceux-là, sans bulletin de salaire, sans compte en banque, comment pouvaient-ils accéder à ce projet ?
Oui, donc, voilà, c'est des enseignements que nous avons tirés et par rapport auxquels nous avons justement réorienté le projet. Quelle va être la mission de l'ANA? Parce qu'on comprend bien que fort de toute cette expérience-là, l'ANA vient régler un problème lequel? L'ANA vient régler le problème d'ancrage institutionnel du projet. Donc l'ANA vient comme coordonnateur du projet, superviseur, c'est l'ANA qui gérera toute la relation, celle qui est l'ancienne SICOGI. Voilà. Nous avons là aussi perçu qu'il n'était plus pertinent en 2024 d'avoir une structure publique de construction parce que l'activité de la SICOGI, principalement, était la construction de logements, au même titre que tous les privés qu'il y a sur le marché. Donc, en 2024, cela n'était plus très pertinent. Nous avons donc décidé d'orienter les missions de la SICOGI vers cela. Donc, la SICOGI, j'allais dire l'entité, change de forme, change de contenu, voit ses missions évoluer vers justement la coordination de ce projet-là. Et à côté de l'ANA, pour prendre en compte les faiblesses que j'ai relevées plus haut, nous avons mis en place un fonds de garantie du logement social, donc qui va permettre d'intégrer justement les travailleurs du secteur informel, les personnes qui n'ont pas de revenus salariés, les personnes qui ne sont pas bancarisées, elles pourront, grâce à ce mécanisme-là, intégrer le projet. Nous avons, comme vous avez pu le voir, ajouté 2 modes de commercialisation qui sont plus adaptés à cette cible-là. La location-vente et la location simple. Donc la location-vente, la location simple, j'allais dire, il n'y a pas d'apport initial. La personne pourra accéder au logement et payer selon la convention qui aura sur la durée qui aura été convenue. Et après cela, elle deviendra propriétaire quand on sera en location. Sur la cible, parce que là, vous nous parlez de la cible. Oui. Donc, on a bien compris que ce sont des personnes qui sont peut-être dans des métiers informels, par exemple, donc des personnes qui n'ont pas la crédibilité pour une banque pour se faire accompagner. C'est bien cela. Et vous avez mis sur pied Conalog. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En plus du fonds de garantie du logement social, nous avons là aussi effectivement décidé de mettre en place une commission dont la mission va être premièrement de définir les critères d'éligibilité au projet. Donc les critères qui vont permettre de dire qu'il faut avoir ceci, il faut ne pas avoir cela, etc. Pour être éligible pour ce projet-là. Et la deuxième chose, ou la deuxième mission qui est confiée à cette commission, donc qui s'appelle la CONALOG, la Commission nationale d'attribution des logements sociaux, la CONALOG. La deuxième mission qui lui est confiée, c'est de recevoir les dossiers et de faire le tri des personnes qui seront effectivement ensuite attributaires de logements, donc en location-vente et en location simple. Donc c'est une commission avec une quinzaine de membres de divers ministères, de divers organismes même extérieurs à l'État. Tout cela pour permettre qu'il y ait un regard qui prenne plus en compte cet aspect personnes démunies, cet aspect personnes étant dans le besoin. Parce que le chef de l'État et le Premier ministre nous ont donné cette mission-là, de faire en sorte que le projet, désormais, atteigne véritablement la cible qui était visée au départ. Et c'est ce type de personnes-là. Donc des personnes qui ont vraiment besoin d'un soutien de l'État pour pouvoir se loger décemment. Voilà. Et la CONALOG aura cette mission-là, de définir d'abord les critères et ensuite de procéder à la sélection des personnes attributaires. Vous avez des gros bailleurs de fonds qui vous accompagnent également? Dans ce projet, nous avons, pour cette première tranche de 25 000, fait en sorte que ce soit l'État lui-même qui aille rechercher les financements. Tout simplement parce que pour faire de la location-vente ou de la location simple, il est difficile avec les financements que nous avons, les conditions de financement que nous avons sur le marché aujourd'hui, d'être efficace. Donc il a fallu que l'État aille rechercher des financements concessionnels, des financements à maturité longue, des financements à taux relativement faibles, concessionnels, donc qui puissent permettre de faire des crédits sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Et c'est le cas avec les premiers bailleurs qui ont
accepté de nous accompagner. Je voudrais profiter de cette antenne pour remercier la BADEA, qui finance le projet qui a été lancé à la BAE par M. le Premier ministre, pour remercier la BOAD qui apporte également un financement, pour remercier le fonds d'Abu Dhabi qui apporte également un financement. Et d'autres bailleurs ont été sollicités. Nous pensons que l'orientation nouvelle qui est donnée au projet, le caractère social, le fait vraiment de toucher des populations qui sont dans le besoin, va inciter d'autres bailleurs de fonds à nous soutenir et permettre que ce projet-là ait une amplitude plus importante. Alors 25 000 logements sociaux éclatés sur toute la Côte d'Ivoire, par exemple, ou centralisés? Je dois dire que les 25 000, c'est une première tranche. Les besoins en Côte d'Ivoire sont énormes. 800 000 Aujourd'hui, on parle de 800 000 logements. 800 000 logements dans lesquels on met, j'allais dire, toutes les occupations non régulières, c'est-à-dire y compris celles qui se font, par exemple, sur des emprises prévues pour des projets de l'État. Donc, ce n'est pas forcément 800 000 personnes qui sont dans des zones à risque. Voilà. Sur ces 800 000 personnes, il faut considérer qu'il y a à peu près 200 000 qui sont véritablement dans des zones à risque. Et celles-là, j'allais dire, il n'y a pas d'autre remède que de les déguerpir ou que de les reloger ailleurs. Les autres, cela peut se faire avec un peu plus de temps. Donc, 25 000, ce n'est que le début. L'objectif, c'est, une fois ces 25 000 achevés, accélérer le pas. Parce que sur le premier projet dont vous avez parlé, nous sommes à peu près à 32 000 logements réalisés aujourd'hui. 32 000 logements réalisés sur le nombre d'années que vous pouvez vous-même calculer, c'était relativement lent. Donc notre ambition, c'est vraiment cette fois-ci d'être plus agile, d'être plus rapide et d'être capable de résorber une grande partie du déficit de logements que nous avons. Quelques immeubles qui vont sortir de terre dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé effectivement d'aller sur de l'habitat plus dense que celui que nous avions dans le premier projet. Donc sur Abidjan, ça va être des immeubles R+9 en zone déjà viabilisée, donc dans des zones où il n'y aura pas besoin de refaire les VRD primaires. Ce sont des sites qui étaient d'actualité avant dans l'ancien projet, que vous réutilisez aujourd'hui? Non, ce n'est pas les mêmes sites. L'ancien projet va continuer à se réaliser. Va continuer à se réaliser dans des conditions qui sont différentes de ce projet de 25 000. C'est pour ça que la dénomination est différente. Là, il s'agit d'un programme d'urgence de 25 000 logements. L'ancien projet va continuer à se réaliser donc sur des sites qui sont un peu plus éloignés, sur des sites où nous pouvons mettre plus de logements. Songon, c'est 430 hectares. Aoué, dont je parlais tout à l'heure, c'est 320 hectares. Mais la BAE, qui est en centre-ville, c'est 17 hectares. Donc, vous voyez, c'est une dizaine d'hectares. En plus, une dizaine d'hectares qui seront affectés à ce projet. Donc, ce n'est pas du tout la même dimension. Voilà, ce n'est pas la même dimension. L'ambition, c'est de réaliser 20 000 logements. 20 000 logements, 20 000 à Abidjan, 5 000 à l'intérieur du pays. Les 20 000 logements à Abidjan, nous avons le projet de les réaliser dans des zones qui sont déjà relativement urbanisées aujourd'hui. Nous avons commencé à Yopougon, mais ensuite il y aura Bobo, il y aura sans doute Port-Boué, Marcouri, etc. Et puis les 5 000 à l'intérieur du pays, c'est 1 000 à Boaké, et puis les autres à Yamoussoukro, San Pedro et Korogo, environ 500 logements pour 500 par ville. 500 par ville. 500 par ville pour commencer. Et là, ça va être des immeubles R+4, donc pour rester, j'allais dire, un peu plus proche de la physionomie actuelle d'urbanisme de ces localités-là. Monsieur le ministre, tout Ivoirien souhaite avoir un logement. Donc, quand vous annoncez le retour, parce que c'est une méthode qui a existé, la location-vente, la population est ravie. Mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas que des logements en location-vente? Pourquoi est-ce qu'il y a des logements en location simple, par exemple, sur cette première tranche? Parce que il y a des besoins, et j'allais dire des besoins très importants en location simple.
Aujourd'hui, si je prends à l'échelle de la Côte d'Ivoire, c'est 40% de la population à peu près qui est propriétaire. Mais quand vous venez dans les zones urbanisées, vous baissez tout de suite à 30%. Quand vous venez à Abidjan, c'est autour de 20% de la population qui est propriétaire de son logement. Oui. Tous les autres sont locataires. Tous les autres sont locataires. Donc, et il n'y a aucun pays dans le monde où tout le monde est propriétaire. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, il y a des stades de la vie où on n'envisage pas forcément être propriétaire. Quand vous prenez un étudiant qui vient de terminer ses études, il a peut-être besoin de se loger décemment, mais peut-être qu'il n'ambitionne pas immédiatement d'être propriétaire. Donc, lui donner la possibilité d'avoir une location simple, mais j'allais dire, c'est un grand service que vous lui rendez. Vous prenez une dame qui a des difficultés pour exercer son activité, j'allais dire, commerciale, son activité commerciale. Peut-être que la première chose qu'elle a envie de faire, c'est déjà de se loger décemment. Et puis peut-être plus tard, quand ses activités vont mieux marcher, chercher à être propriétaire. Donc, il n'y a pas d'exclusion en le faisant. C'est parce qu'il y a un besoin. Et puis, il est compartimenté entre le marché de la construction-vente, entre le sous-marché de la construction-vente, le sous-marché de la location simple et le sous-marché de la location-vente. Donc, dans les trois cas, vous trouverez des personnes qui n'ont pas envie forcément d'être dans les autres cases. Donc, voilà, nous adressons l'ensemble du marché avec une offre adaptée à chacune des demandes. À quand la livraison, monsieur le ministre? Les travaux sont lancés, les travaux ont démarré. On nous a donné 18 à 24 mois de délai de livraison pour les premiers travaux, pour les premiers bâtiments qui ont été lancés à la BAE. Et les autres projets vont suivre assez rapidement, puisque nous sommes déjà dans le processus d'appel d'offres, notamment pour ceux qui concernent l'intérieur du pays. Et assez rapidement, nous allons là aussi achever le processus d'appel d'offres pour les autres tranches pour la ville d'Abidjan. Et après, il faut compter entre 12 mois et 24 mois pour la livraison de ces logements. Alors, monsieur le ministre, deux questions avant de vous demander de conclure. Les malheureux potentiels acquéreurs de l'opération précédente, qui malheureusement ont perdu de l'argent, est-ce que ces personnes sont intégrées dans le nouveau processus? Est-ce qu'elles sont peut-être prioritaires par rapport à l'acquisition? Le processus qui avait été mis en place par le passé, c'était un processus d'ailleurs qui sécurisait l'épargne qui était faite, qui était apportée par les souscripteurs à travers un compte séquestre. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur logement pourront parfaitement être remboursés. Et beaucoup d'ailleurs ont demandé à être remboursés avant terme. Donc j'allais dire, aujourd'hui, il n'y a pas de perte en tant que telle. Parce que nous voyons des gens se plaindre. Il faut savoir qu'au début du processus, il y avait pratiquement 8 milliards de francs CFA à rembourser. 8 milliards de francs CFA à rembourser à peu près 3 000 personnes, entre 3 000 et 4 000 personnes. Aujourd'hui, il reste aux environs de 800 millions de francs CFA à rembourser à peu près 400 ou 500 personnes. Vous voyez? Donc nous venons de très loin. Et ces derniers remboursements qui restent à faire ne dépendent pas que du ministère. Parce que des fois, malheureusement, c'est la situation financière du promoteur avec sa banque qui n'a pas permis que les fonds soient mis à disposition pour remboursement des souscripteurs. Mais nous sommes dans le process et notre ambition, c'est évidemment d'arriver, et je pense assez rapidement, à rembourser 100% des demandeurs, 100% de ceux qui demandent à se retirer. Mais nous continuons d'encourager, évidemment, ceux qui étaient déjà inscrits dans le projet, à y rester. Et évidemment, si vous étiez déjà inscrit, que vous êtes resté dans le projet, vous devenez prioritaire à nos yeux. Donc, on s'occupera évidemment en priorité de vous. Et j'espère qu'assez rapidement, ces personnes qui ont fait confiance à l'État de Côte d'Ivoire recevront les logements qui leur ont été promis. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien et j'aimerais juste revenir sur
donc le droit foncier villageois, savoir, parce que cet élément a été tourné il y a quelques jours, celui qu'on vous a proposé tout à l'heure, savoir si aujourd'hui les choses sont rentrées dans l'ordre, si il y a un certain consensus avec la chefferie, si ces problèmes de grogne, c'est vraiment derrière nous. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de grogne, véritablement. Il y a pu y avoir quelques incompréhensions. Mais si vous avez observé notre actualité, depuis que nous avons perçu ces incompréhensions, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous sommes allés vers les chefferies. Nous avons rencontré les chefferies à Tchan, à qui tout cela a été expliqué. Et les chefs sont partis, rassurés plutôt, en nous disant qu'elles avaient compris. Nous avons également rencontré les chefferies à qui ça a été la même chose. L'un de mes collègues a rencontré les chefferies du côté de San Pedro et le message passé a permis de rassurer tout le monde. Bon, donc j'allais dire, aujourd'hui il y a juste un problème d'incompréhension sur un sujet qui signe l'ADU. Nous le répétons haut et fort. Il y a une assemblée générale qui se tient avant la délivrance de l'ADU, une assemblée générale de répartition de l'eau, comme cela se fait déjà aujourd'hui. C'est cette assemblée générale qui déterminera qui sont les signataires sur l'ADU. Nous avons fait en sorte que 3 signatures figurent sur le document qui va être remis, sur l'imprimé qui va être remis. Ou 3 titres soient mis sur l'ADU. C'est le chef de village, c'est le président du comité de gestion foncière du village et c'est le lotisseur éventuellement. S'il n'y a pas de lotisseur, évidemment, il n'y aura pas de signature pour le lotisseur. Et si l'assemblée de répartition de l'eau décide que le seul signataire, c'est le chef, ce sera le chef. L'assemblée ne pourra pas décider, par exemple, que c'est les 2 autres. Parce que la seule signature obligatoire sur l'ADU, ce sera celle du chef. Les autres seront éventuellement associés à celle du chef si telle est la décision de l'Assemblée générale de répartition de l'eau. Donc, j'allais dire, on n'enlève absolument rien au pouvoir des chefs, qui restent à 100% signataires de l'ADU. Je pense que c'est là qu'il y avait sans doute une incompréhension. Et il suffit qu'on explique cela, les chefs le comprennent et acceptent de nous suivre, parce qu'ils voient tous, justement, l'intérêt pour eux-mêmes, l'intérêt pour nos populations, à faire cette évolution-là vers un document plus sécurisé, un document qui va être reconnu par tout le monde. Parce que assez rapidement, chacun comprendra que l'ADU a telle forme, a tel format, et des transactions pourront se faire tous les jours, de personne à personne. Évidemment, nous préconisons ou recommandons qu'elles se fassent devant notaire, mais elles pourront se faire de personne à personne en toute sécurité. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau. Je vous le rappelle, nous parlons de l'attestation de droit d'usage coutumier et puis du logement social. Nous parlions des différents enjeux et nous recevions le ministre, M. Bruno Nyamanya-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous avoir suivis.